Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de cette série consacrée aux travaux de Quentin Leplat. Alors si vous n'aviez pas vu les deux premières, je vous invite à aller les voir d'abord parce que là je vais reprendre, disons, mon travail en cours. Parce qu'on était rendu en fait à l'analyse de cette deuxième vidéo et on s'était arrêté sur sur les explications que Quentin il donne sur cet outil qu'il appelle l'outil anti-hasard, mais dont on a montré qu'il était tout à fait hasardeux en fait. Voilà. Les résultats qu'il fournit sont pas du tout corrects. Voilà, donc on s'était arrêté là. Il présente cet outil. On avait traité ce cas dans la vidéo numéro 2. Et ensuite, il passe à un autre outil qui concerne les angles. La question des angles. En fait, il y a un deuxième outil que l'on retrouve sur le site de Quentin. Voilà, on connaît maintenant. C'est pas le même outil qu'on a analysé la dernière fois, c'est celui qui concerne les angles, qui se trouve ici, qui est associé à sa notice. Voilà, encore une fois, Quentin, il argumente, ok, sur le site d'IRNA. Alors je crois que c'est Gollum Illuminati qui rédige ces articles, je crois, enfin bon, peu importe. Sur le site d'IRNA, il y a des, des critiques qui sont faites à Quentin, et Quentin y répond, et alors ici, il répond sur les angles. Ces angles, ces fameux angles qui sont construits à partir de carrés. Et en gros, il répond en disant qu'il constate sur le terrain, que ce soit à Karnak, sur les alignements de mégalithes de Karnak, comme ici par exemple, il constate qu'il y a des angles particuliers qui reviennent régulièrement, et donc c'est ça qui justifierait à ses yeux le fait que ces angles sont importants. Voilà. Bon, ça c'est la même critique que je peux faire, que j'avais faite dans la vidéo, dans ma première vidéo, c'est de dire que on constate que ces angles sont là. En effet, bon, on va pas remettre ça en question, mais peut-être qu'il y a d'autres angles que Quentin n'a pas remarqué et qui sont encore plus présents. Et on aimerait bien le savoir, parce que c'est pas parce qu'on observe ces angles qu'ils sont les plus importants. En fait, il faut faire un comparatif. Soit il faut être exhaustif, ou il faut faire une étude statistique, mais bon, avec des outils qu'on maîtrise, quoi, pour pouvoir dire, ce sont bien ces angles-là qu'il faut considérer. Et ici, il n'y a aucune citation de la littérature pour appuyer tout ça. Donc finalement, voilà, tout ça, c'est juste basé sur les observations de Quentin et de Howard Crowhurst, parce qu'il s'appuie sur les travaux de Howard Crowhurst, mais Howard Crowhurst qui ne s'appuie pas non plus sur la littérature. Hein. Alors ensuite, dans la vidéo, à 15 minutes et 15 secondes, là, voilà, Quentin nous présente ceci, mais pourquoi des carrés et pourquoi ces carrés-là? Donc c'est très bien, là on va peut-être avoir des réponses sur la méthodologie de Quentin. Alors le premier point, il dit que il part de choses simples, comme des angles à 45 degrés qui sont formés avec un carré. Donc ça, d'après Quentin, c'est un argument, c'est simple, donc il y a plus de chances que les gens à l'époque l'aient utilisé. Tout dépend ce qu'on appelle simple. Je sais pas, moi je peux tout à fait décréter que 45 degrés c'est plutôt complexe. Moi je trouve qu'un angle à 90 degrés c'est plus simple. Enfin, en fait la simplicité il faut la définir, hein, voilà, donc c'est pas un argument qui tient particulièrement. Ensuite le deuxième point c'est les pyramides d'Égypte. Alors, Quentin explique que les pyramides d'Égypte, voilà, elles sont carrées et que on observe beaucoup de carrés dans la construction de ces pyramides, dans les dimensions, dans la position des chambres funéraires à l'intérieur de ces pyramides, etc. Voilà, voilà. Et on peut construire des carrés comme ça à partir des dimensions qui ont été relevées sur les pyramides. Donc, voilà. Ah oui, puis là aussi sur les allées, en fait, les chemins qui mènent aux pyramides,
eh bien on peut construire des carrés également. Donc en fait on observe des carrés dans la construction de ces pyramides et des éléments autour de ces pyramides. Voilà, ensuite Quentin explique que voilà, il y a dans les textes sacrés, alors je ne sais pas de quel texte sacré il veut parler, est-ce que c'est la Bible, le Coran, je ne sais pas. Il ne le dit pas, et dans ces textes-là, on trouve les dimensions d'un temple. Et quand on fait les mesures de ce temple, eh bien on constate qu'on peut construire des carrés. Voilà, donc en gros il dit, ces géométries-là, elles existent sur le terrain et dans les textes anciens. Et donc ce serait pour Quentin, par conséquent, des principes de base qui montrent que les personnes à l'époque ont construit ces monuments à travers ces carrés et ces alignements de carrés. Et puis, enfin, quatrième point, Quentin observe que il y a des relations entre les constructions et les astres, le soleil et la lune, et on retrouve encore des carrés et des alignements de carrés et des triangles 3, 4, 5, les fameux triplets pythagoriciens. On les retrouve là aussi dans un lien entre construction et les astres. Voilà, c'est en gros les quatre exemples qu'il donne, où en fait il dit que puisqu'on observe ces carrés et ces alignements de carrés et ces triangles particuliers, alors nécessairement, c'est qu'il y avait une intention derrière de les utiliser, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il a construit avec Pierre Coucy cette méthode d'étude de probabilité d'apparition d'angles remarquables dans un complexe mégalithique. Voilà. Et donc finalement, ces angles, ces alignements de carrés et les angles associés sont choisis d'abord parce que c'est le fruit d'une observation de ces angles et de ces alignements de carrés sur les dimensions de ces bâtiments anciens, et deuxièmement parce que on peut mesurer la probabilité d'apparition de ces angles sur un complexe mégalithique ou sur un site ancien. Ok, très bien, donc là maintenant on comprend mieux. La première chose déjà, c'est on observe ces angles et ces alignements de carrés sur les sites anciens. Très bien. Mais ça, c'est pas suffisant. Peut-être qu'on observe beaucoup plus d'alignements de cercles ou de parallélogrammes, par exemple. Moi, j'aimerais bien le savoir. Peut-être que finalement, en proportion, il y a peut-être très très peu d'alignements de carrés par rapport à des alignements de parallélogrammes. Et donc à ce moment-là, les alignements de carrés auraient beaucoup moins d'intérêt, et qu'il vaudrait mieux s'intéresser aux alignements de parallélogrammes, ou de triangles, ou de... enfin je sais pas. Mais voilà, pourquoi c'est... Il suffit pas juste d'observer quelque chose pour se dire manifestement c'est intéressant. Ou les personnes à l'époque ont utilisé ce principe. Voilà, ça va un peu trop vite là. C'est pour ça qu'en fait, il est absolument nécessaire que Quentin fournisse des sources, des travaux qui confirment son travail, confirment ses résultats, mais par des moyens différents. Voilà, des historiens, des archéologues, je sais pas, des géomètres, qui, par des méthodes différentes, vont dans le même sens. Disent, effectivement, par exemple, je sais pas moi, on retrouve dans des papyrus ou gravés sur des pierres en Égypte des éléments qui montrent que, effectivement, ce sont des alignements de carrés qui ont été utilisés pour concevoir les pyramides. Voilà. Et s'il n'y a pas ça, c'est trop pauvre en fait, juste l'observation. Parce que sinon, le problème c'est on fait une observation et on peut en déduire que c'est une hypothèse intéressante. On peut élever au rang d'hypothèse n'importe quelle observation. Mais non, c'est pas possible. Il faut un large spectre de faits, d'éléments, pour pouvoir établir une hypothèse. Il faut nécessairement faire une revue de la littérature exhaustive et systématique pour s'assurer que notre travail de recherche il a véritablement un intérêt. Alors d'ailleurs, si on va un petit peu plus loin dans la vidéo, ici, en fait, Quentin cite un papier, un article scientifique. Parfait. Donc Quentin, finalement, il sait le faire.
puisqu'il le fait là. Alors en fait, il cite pas directement un article, il cite un billet de blog, disons, qui parle d'un article scientifique. Mais bon, c'est donc finalement, Quentin, il a tout à fait conscience qu'il existe une littérature et il sait citer la littérature. Le problème, là, ce que je vois, c'est qu'il cite un article qui va dans son sens. Bon, bah ça, c'est pas une revue de la littérature. Ok ? Je suis pas du tout en train de remettre en question les résultats de cet article. Je dis juste que c'est beaucoup trop pauvre en termes de citation pour pouvoir valider son hypothèse. Voilà. Peut-être que c'est un très très mauvais papier. Peut-être qu'il est faux ce papier. Je sais pas. Il est peut-être très très bon. J'en ai aucune idée. Mais citer un papier, c'est pas suffisant. C'est très bien. C'est très bien. Là, on peut pas lui reprocher d'avoir cité un papier. Ça, c'est très bien. Mais c'est pas suffisant. Ensuite, sur le deuxième point, qui est que on peut vérifier statistiquement ou avec des probabilités l'hypothèse de départ, bon, dans mes vidéos précédentes, j'ai montré que les outils n'étaient pas du tout maîtrisés par Quentin et Pierre, et donc que leurs résultats étaient faux. Bon, voilà, donc là, il n'y a rien à dire. Voilà, donc finalement, hein, le premier point qui est de dire on observe des alignements de carrés, donc c'est intéressant, moi je pense que voilà, c'est pas fondé sur quelque chose de sérieux, et ensuite la vérification probabiliste qui est faite, elle est erronée. Donc c'est quand même voilà, on peut pas avoir une grande confiance en les résultats. Ensuite, dans sa vidéo, alors il présente son outil, l'outil de calcul des angles, de probabilité d'apparition des angles. Donc je me suis pas encore penché sur cet outil-là, je le ferai peut-être si c'est nécessaire. Ensuite, alors il fait voilà, ce qu'il appelle un petit debunk, c'est-à-dire que sur le site d'IRNA, il y a une démonstration qui est faite pour montrer que entre le parc Astérix et Disneyland, eh bien, on peut trouver un angle particulier. Voilà, c'était pour montrer sur des architectures modernes, enfin on peut trouver les fameux angles de Quentin. Mais Quentin explique que la précision qui a été utilisée, elle n'est pas assez importante. Donc voilà, il démonte un peu le contre-exemple qui est donné ici. Et enfin, Quentin, il conclut avec quelques éléments assez intéressants. Alors il dit que ces conclusions, elles sont difficiles à envisager pour les historiens, premièrement, et il regrette que les historiens ne s'intéressent pas plus à ses travaux et à ceux de Howard Crowhurst. Il suppose que les historiens ne publient pas ces résultats qui sont à contre-courant des leurs, de ceux des historiens, justement, pour la raison qu'ils doivent appartenir ou se maintenir dans une communauté, la communauté des historiens. Il dit que ils devraient mettre leur ego de côté et se remettre en question leur certitude lorsque de nouvelles découvertes viennent les remettre en question. Il dit qu'il y a une énorme résistance à admettre ces découvertes, c'est-à-dire celles de Quentin et de Howard. Alors ça c'est intéressant, mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces conclusions-là. Je ne crois pas que ce soit ces raisons-là qui empêchent les spécialistes de publier les travaux de Quentin et de Howard. Ici, je suis obligé de faire quelques explications sur comment ça se passe quand un chercheur veut publier un papier. Voici un chercheur, et puis il a écrit un papier, voilà, un article, avec des choses intéressantes dedans. Alors souvent, c'est pas un chercheur tout seul, ça peut arriver, hein, mais souvent c'est une équipe. Voilà, donc il y a plusieurs chercheurs qui ont travaillé à écrire un papier. Comment ça se passe pour publier cet article scientifique ? Eh bien, il n'est pas publié comme ça sur Internet en vrac. On fait appel, ce qu'on appelle à un journal. Un journal. Il y a un éditeur en fait qui possède ce journal et qui maintient la ligne éditoriale de ce journal. C'est un journal dédié dont le but est de publier ce genre d'article. Voilà. Donc les chercheurs là, ils ont écrit ça, très bien, et ils
ils le soumettent au journal. Le journal, d'abord, il va dire ok, ça relève de ma compétence, enfin, c'est l'article que vous proposez, il rentre bien dans ma ligne éditoriale. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est, admettons que ce soit des chercheurs en biologie qui soumettent leur papier à un journal en génie civil. Le génie civil va dire non, moi je suis pas compétent, voilà. Donc déjà, le journal il vérifie que ça fait bien partie de son domaine de compétence, mais au sein du journal, il n'y a personne qui est capable d'évaluer ce travail. Est-ce que cet article, il est digne d'être publié? Est-ce que c'est un bon travail? Parce qu'en fait, c'est un travail de recherche. Donc, ces gens-là, là, ce sont des spécialistes d'un domaine hyper pointu. Ok? Et donc, ce qu'on va faire, ce que le journal va faire, c'est qu'il va envoyer ce papier à d'autres chercheurs. D'autres chercheurs qui sont eux aussi spécialistes de ce domaine. Ok? Voilà, j'en dessine plusieurs. Alors souvent c'est 2, 3, 4, enfin quelques chercheurs. Le journal fait appel à des chercheurs qui sont spécialistes comme ceux qui ont écrit le papier. Hop, il leur envoie le papier, il demande à on appelle ça des reviewers, ou des relecteurs en français. Il leur demande, s'il vous plaît, faites-moi un petit compte-rendu, dites-moi si c'est un papier de bonne qualité. Alors, les reviewers vont lire le papier et ils vont vérifier que ça a effectivement un intérêt pour la recherche, que les arguments sont fondés, voilà, c'est basé sur une littérature solide, etc. Enfin, ils vont vérifier tout ça. Et puis, alors première possibilité, l'article est mauvais, les arguments sont pas solides, enfin voilà. Donc là, les reviewers vont dire au journal, bah non, cet article, il faut le mettre à la poubelle, enfin ça n'a pas d'intérêt. Donc dans ce cas-là, le journal revient vers les auteurs en disant, bon bah voilà, non, votre papier, il est refusé. Voilà, ça c'est la première possibilité. Une deuxième possibilité, c'est de dire, bah voilà, ce papier, il est vraiment digne d'intérêt, les arguments sont solides, etc. Et donc, eh bien, l'article, il revient ici, et le journal va publier cet article. En général, c'est pas ça qui se passe, c'est les reviewers disent, il y a à quelques endroits des petits problèmes, il y a des petites corrections à faire. Voilà, les reviewers disent, ici, par exemple, ce graphique, il n'est pas très clair, ce paragraphe, il faudrait le réécrire, etc. Donc les reviewers font quelques remarques, et pour demander aux auteurs de corriger, en général c'est comme ça que ça se passe, de corriger leur papier. Il est bon, ce papier, à condition de faire ces quelques modifications. Très bien. Le journal s'adresse aux auteurs et leur dit, bah voilà, les reviewers vous demandent s'il vous plaît de corriger ça. Les auteurs corrigent ce papier. Les corrections sont apportées. Hop. Ils corrigent là où il faut. Très bien. Et maintenant, ce papier, eh bien, le journal va le publier. Voilà. Le papier, il a été mis à jour. Et maintenant, le journal va le publier. Il va faire maintenant partie de ce qu'on appelle la littérature scientifique. Voilà. Avec tous les autres papiers qui sont publiés par ce journal et puis tous les autres. Et maintenant, tous les chercheurs spécialistes de ce sujet qui veulent s'intéresser à ce sujet, voir quel est l'état de la littérature scientifique à l'instant T sur ce sujet, eh bien tout le monde pourra venir voir dans cette, on va dire piocher dans cette base de connaissances, voilà, des papiers. Et donc voilà, ça c'est le processus, ça s'appelle de revue par les pairs. Alors les pairs c'est eux, les pairs c'est P-A-I-R-S, ok, parce que les reviewers là, ce sont les pairs, ce sont des scientifiques, tout comme les auteurs. Voilà, ça s'appelle la revue par les pairs. Et donc un article qui est passé par ce processus de revue par les pairs, eh bien voilà, on a déjà une petite garantie que ce qu'il y a dedans, c'est sérieux. Ok, ça a été relu et vérifié et corrigé. Et voilà comment ça se passe. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des erreurs dans ce papier. Peut-être que, voilà, malgré tout ça, il y a encore des erreurs. Bah oui, mais là, il faut s'imaginer qu'on est dans le domaine de la recherche. On travaille sur des choses très très pointues, et justement, sur des choses connues que d'un petit nombre de personnes. Et donc, il peut y avoir encore des erreurs. Hein.
Donc c'est pour ça que le chercheur, il va pas se contenter de lire un papier pour se faire un avis sur un sujet. Il va lire voilà, plein de papiers qui peut-être parfois se contredisent, ou se complètent, ou nuancent, etc. Voilà. Il faut imaginer qu'il y a plein de papiers qui sont publiés dans plein de journaux différents. Voilà. Et disons, un autre chercheur qui voudrait s'intéresser à ce sujet, voilà, eh bien, il a à sa disposition tous ces papiers qui sont passés par ce processus de revue par les pairs, qui garantit une certaine qualité des résultats qui sont présentés dedans. Alors quand Quentin cite cet article-là, bah, c'est très bien, il est allé piocher dans cette base de connaissances, voilà, de connaissances qui ont été validées par les membres de la communauté, donc c'est très bien, mais on se dit que dans cette immense base de connaissances, il y a certainement d'autres papiers qui vont dans son sens. Parce que s'il n'y en a pas d'autres, ça fait quand même un peu faible un seul papier. Et puis à la fin, Quentin il cite aussi autre chose. Bon, il cite, d'abord il dit qu'il faut aller voir dans cette conférence de Howard Crowhurst, mais une conférence, c'est pas passé par le filtre de la revue par les pairs. Qu'est-ce que ça vaut une conférence? Moi, je peux faire une conférence sur, je sais pas moi, la vie des hannetons. Enfin, j'y connais rien et je pourrais raconter n'importe quoi dans cette conférence. Je suis pas en train de dire que Howard Crowhurst raconte n'importe quoi, mais en tout cas, ça n'a aucun gage de fiabilité. C'est pas passé par le filtre de la revue par les pairs. De la même manière, voilà, Quentin parle de ce livre de Howard Crowhurst également. Bon, ben voilà, ce livre. Il n'a pas été, il n'est pas passé non plus par ce filtre. Moi, je peux écrire un livre également sur un sujet que je connais pas, et dedans, il va y avoir certainement plein d'âneries, et voilà, ça constitue pas du tout un élément suffisant pour qu'on ait confiance en les résultats de Quentin. Surtout que, en fait, ce qu'il prétend, ce sont des choses assez incroyables quand même. Un positionnement des mégalithes extrêmement précis, l'utilisation d'unités comme le mètre ou le yard déjà il y a 7000 ans. Bah, quand on dit des choses comme ça, il faut autre chose que de citer un papier, un livre et une conférence. Voilà, c'est vraiment, vraiment pas suffisant, et c'est vraiment pas comme ça que la science fonctionne. Imaginons Quentin Leplat. Voici Quentin Leplat, qui a écrit ses résultats sur ces mégalithes. Voilà, il a fait un article. Voilà. Il va soumettre ça à un journal. S'il veut publier dans une revue scientifique, un journal scientifique, il va soumettre ça à un journal. Le journal n'est pas forcément compétent, et le journal va soumettre son papier à un ensemble de reviewers. Voilà. Ah, les reviewers, quand ils vont lire ce papier, quand ils vont voir les résultats de Quentin, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Enfin, déjà, ils vont lire quelque chose qui n'est pas sourcé, ou très très peu, ou très très mal sourcé, avec des résultats, des calculs faux, une méthodologie qui n'est pas rigoureuse. Évidemment, les reviewers vont dire au journal, mais non, ce papier, il ne faut pas le publier, je suis désolé de le dire comme ça, c'est trop mauvais pour être publié, ce n'est pas de la science. Donc finalement, ces scientifiques-là, ceux-là, que Quentin accuse de ne pas vouloir publier ses résultats sous prétexte qu'ils veulent préserver leur communauté ou je sais pas quoi. Non, en fait, s'ils ne veulent pas publier les résultats de Quentin, c'est juste qu'ils sont fondés sur rien du tout, enfin sur des choses complètement qui sont pas solides. Voilà. Peut-être, je suis pas en train de dire ici que Quentin se trompe, je suis pas en train de dire que ses résultats sont faux. En tout cas, ils sont basés sur rien, sur aucune preuve. Voilà, la méthodologie n'est pas bonne, et les soi-disant preuves probabilistes sont fausses. Donc voilà, c'est pas parce que ça vient heurter leur ego ou leurs idées préconçues aux chercheurs qu'ils ne veulent pas publier les résultats de Quentin. S'il y avait des preuves vraiment, véritablement solides dans les résultats de Quentin, eh bien certainement ils seraient publiés, parce que ces chercheurs-là ont tout intérêt
à publier des résultats nouveaux et intéressants qui font avancer la science, ce journal, le journal ici, il a intérêt, lui aussi, à publier des résultats qui sont novateurs, un peu qui sortent des sentiers battus, tout ça, mais à la seule condition que tout ça, ça soit étayé sur quelque chose de solide. Voilà. On publie pas n'importe quoi. Voilà. Et quand on ne publie pas quelque chose, bah, c'est que les preuves sont pas là, tout simplement. Voilà. Donc je pense que les accusations qui sont menées par Quentin dans la fin de cette vidéo, voilà, c'est pas fondé. C'est pas aux chercheurs de publier les travaux de Quentin, c'est à Quentin de faire un travail sérieux et digne de ce nom s'il veut se prétendre scientifique ou chercheur. Alors voilà, une petite synthèse sur l'analyse de la deuxième vidéo de Quentin. La première chose, bah, on a confirmé que effectivement Quentin et Pierre, bah, voilà, ils maîtrisaient pas les outils mathématiques qu'ils prétendent utiliser. La méthodologie qui est basée sur l'observation que nous a présenté Quentin ici, bah, déjà on l'a mieux comprise, donc ça c'est bien. Mais c'est pas suffisant parce qu'il faut que ça soit lié à la littérature. Et voilà, et ça c'est pas fait. Et puis enfin, dans sa conclusion, on a compris qu'il y avait une mauvaise compréhension du processus de publication scientifique, avec en plus certaines accusations voilà, d'un entre-soi des scientifiques qui ne veulent pas adopter des idées nouvelles. Mais ça, c'est très mal connaître la science et les scientifiques que de tenir un discours comme ça. Voilà, donc je m'arrête ici pour cette vidéo, et puis on va continuer avec la troisième vidéo pour la prochaine fois.